Nos évaluations peuvent paraître relativement optimistes. On prévoit un taux de croissance de 1,5% en 2017, 1,5% en 2018. On prévoit des déficits publics proches de 3%, mais inférieurs à 3%, à la fois en 2017 et en 2018, ce qui donne un peu de marge de manœuvre dans nos discussions européennes. Et on prévoit une réduction du taux de chômage graduelle mais continue à 7,6% en 2022. Mais ça veut dire sur 5 ans une réduction du taux de chômage de 0,3% par an. Ce n'est pas non plus des perspectives extraordinaires de réduction rapide du taux de chômage. Je pense que par rapport à ces prévisions, il y a des très grandes incertitudes, pas seulement sur le détail du séquençage des réformes, quelle réforme sera mise en œuvre pour quel montant en 2017-2018, mais il y a quand même une certaine incertitude sur la réalité de ce plan d'investissement, 50 milliards sur le quinquennat, avec une montée en charge qu'on a pris pour argent comptant, je dirais, dans nos prévisions, et sa contribution effective, 1, à la réduction du taux de chômage, 2, à la croissance, et 3, éventuellement, à la réduction des inégalités avec un effort massif de formation sur les gens qui sont le plus éloignés du marché du travail. Du côté des entreprises, on a un soutien de la politique fiscale, notamment avec la baisse de l'impôt sur les sociétés. Et puis, on a un plan d'investissement avec des effets plutôt assez positifs sur la première moitié du quinquennat, notamment avec la montée en charge des mesures fiscales et du plan d'investissement. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'on a un plan d'ajustement budgétaire du côté de la dépense publique extrêmement important pour financer la réduction des déficits qui va peser sur l'activité. Au total, on attend à peu près 0,4 points de PIB d'activité en moins sur le quinquennat lié à la politique économique. Par ailleurs, il y a un contexte macroéconomique assez favorable et donc on devrait avoir quand même une accélération de la croissance sur la première moitié du quinquennat avec un pic en 2020 à 1,8% et après au-delà un ralentissement qui finirait à 1,5%. Ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de chômage avec cette dynamique de croissance baisse, même s'il baisse lentement, il atteint 7,6% à la fin du quinquennat. Par ailleurs, les déficits vont se réduire, ils passeraient de 3% à 1,4%. On voit qu'on a des ajustements budgétaires assez importants. Avec une année, par contre, assez compliquée, notamment l'année 2019, où le déficit public pourrait repasser au-dessus des 3%, notamment en atteignant 3,5% avec la transformation du CICE. Nous avons évalué à l'aide d'un modèle de microsimulation, qui est le modèle de microsimulation fourni et écrit par l'INSEE et l'adresse, les mesures socio-fiscales qui portent sur les ménages. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir d'abord calculer combien coûtent les mesures. Il y a un programme fiscal qui est assez équilibré, dans lequel il y a des mesures qui bénéficient au pouvoir d'achat des ménages, la taxe d'habitation, la revalorisation de certains minima sociaux. Et puis il y a des mesures qui coûtent au pouvoir d'achat des ménages, comme par exemple la fiscalité environnementale, la taxe carbone, ou encore la hausse de la fiscalité du tabac. Et donc ça a conduit à ce que, en moyenne, par décile de revenus, on a des effets plutôt équilibrés. Mais il y a quand même une partie du programme qui bénéficie surtout au dernier décile, et dans le dernier décile d'ailleurs surtout au dernier centile, c'est toute la partie de la fiscalité du patrimoine, donc le prélèvement forfaitaire unique qui met une taxation à 30% sur les revenus du capital, ou la transformation de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, en impôt sur la fortune immobilière, qui exonère les valeurs mobilières d'un prélèvement sur le capital. Ça conduit à distribuer beaucoup de pouvoir d'achat, au total plus de 7 milliards d'euros, au dernier décile et plus probablement au dernier centile. Sciences Po.